Louis. La burrata, ça tue sa mère. C'est quoi? C'est quoi ces expressions avec les mères tout le temps? Est-ce qu'on peut faire la liste des expressions avec les mères? Nique ta mère. Baisse ta mère. Baisse ta mère? C'est synonyme. Hein. Je profite d'un dîner tous les quatre, mes fils, leur père et moi, pour enregistrer. Quand même Ah, si on va entendre quelque chose, on va juste entendre le couteau et... Je les ai prévenus, si un sujet m'intéresse, je pose ostensiblement mon téléphone entre nous et je mets en route l'appli enregistreur vocal. Là, on est sur le fameux ta mère, sa mère, décliné sous toutes ses formes. Ça tue sa mère. Ça tue sa mère. Ça tabasse sa mère. Ça flingue sa mère. C'est bon sa mère. C'est bon, sa mère? Ouais. Ça veut dire quoi, déjà? Bah, sa mère, c'est un superlatif. Quoi. Et pourquoi pas son père? Tu veux que je t'explique? Ça tue son père. Tu veux que je t'explique toute l'histoire de la misogynie? Ça va être fatigant, non? Tu peux dire baisse ton père. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ça m'arrive plus rarement. Mais c'est vrai que ça m'arrive. Ça t'arrive de le dire? Bah, on est d'accord que c'est pas une expression. Il y a baisse ta grand-mère aussi. Ouais. Grand-mère aussi, ça peut venir. La grand-mère peut intervenir. Les tantes, si vraiment... Ouais, je te jure, T'as c'est déjà dit nique ta tante. vrai. J'ai dit baisse ta tante. Ouais, baisse ta tante, ça passe. Ta tante, ça sonne pas super bien, tu t'en rends compte. Non, je m'en rends pas vraiment compte. Mais non, parce que si c'est supposé être une super insulte de dire ta mère à quelqu'un, Ouais. ça veut dire qu'en fait les mères on les met sur un piédestal. Oui, enfin, tu Ouais, mais ça veut aussi dire qu'on est sexualiste. Va la baiser, va la niquer. Ah, parce que c'est supposé énerver tellement la personne en face, non? Oui, c'est vrai. Mais après, Ouais. Ah oui, il y a ta mère la pute aussi que vous n'avez pas dit. Ta mère la pute. c'est pas mal la pute. C'est bien de le dire. Précis. Non mais sérieux, pourquoi ta mère Bon, maman. Excuse-moi. C'est énorme qu'on intériorise, tu veux que je te dise quoi Non mais... Je déteste ces expressions. Vas-y viens, fils de pute. Vas-y viens. Viens si t'es un homme. C'est même une blague chez nous. Quand un ta mère quelconque surgit dans la conversation, Ta mère la pute. je réponds immédiatement « Laissez les mères tranquilles Parle pas de ma mère. ». Laissez les mères tranquilles. Assume maintenant. Mes fils, leurs potes, leurs cousines, tout le monde m'a entendu dire ça. C'est toi le fils de pute. Laissez les mères tranquilles. Nique ta mère. Ça tue sa mère. Baisse ta mère. Ça tabasse sa mère. C'est pas mal la pute. C'est bon sa mère. C'est peut-être drôle de les entendre conjuguer « nique ta mère » à tous les temps, mais je trouve ça un petit peu agressif pour les mères, Ça flingue sa mère. surtout après avoir été encensées d'avoir fait des garçons. Quoi que je fasse, la menace pèse, être insultée via mes fils. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve toujours au milieu de leurs insultes? Qu'est-ce que ça raconte? Parle pas de ma mère. Les hommes soignent le mal par le mal. Les hommes soignent le mal par le mal. Je suis Julie Gavras et vous écoutez Pas mes fils. Maman, je suis un garçon. Épisode 2, la Vierge et la pute. Je suis poison qui distille remède. Maman, je suis un garçon. On juge les hommes à ce qu'ils deviennent. On est encore bien profond dans l'hiver, là, ici. Pour comprendre d'où vient le fait qu'on s'en prend aux mères comme ça, j'appelle Audrey qui est à Montréal. Je m'appelle Audrey Pajot-Marcotte. Je suis rédactrice, chroniqueuse à Montréal pour notamment le magazine Urbania et d'autres médias québécois. Audrey a écrit un article sur l'expression « ta mère la pute »,« nique ta mère » et autres gracieusetés du genre. Je m'intéressais un peu à d'où est-ce que ça vient, ces types d'expressions-là. Puis, à travers mes recherches, je suis tombée sur un article qui racontait que une des plus vieilles blagues du monde datait de 3500 ans, qui venait de l'époque mésopotamienne de Babylone. On estime que c'est une des plus vieilles blagues du monde et c'est une blague sur les mères. À Athènes, par exemple, à partir de 451 avant notre ère, pour avoir des droits civiques ou politiques, il fallait être l'enfant légitime d'un citoyen
et d'une fille de citoyen athénien. Donc, pour certains orateurs de tribunaux, ça devenait une insulte assez puissante que de remettre en question les origines de la mère d'un adversaire parce que ça remettait aussi en question le statut même de l'adversaire. Je suis tombée sur un rituel d'affrontement qui date du 5e siècle, en fait, qui se produisait entre le 5e siècle et le 16e siècle en Europe, qui s'appelle le flyting. C'est un échange rituel poétique d'insultes. C'était vraiment présent dans les littératures écossaises, celtiques, médiévales, en vieil anglais, en norrois aussi. Souvent, ça impliquait des personnages historiques et mythologiques. Puis après un certain temps, vers la fin, c'est devenu aussi des affrontements devant public à la cour de certains rois, les rois James IV, James V, je pense aussi. C'est présent aussi dans la poésie arabe, japonaise, la culture inuite. Donc, il y a vraiment quelque chose de culturel dans les rituels d'affrontement où est-ce que le but, c'est d'insulter son adversaire. Et à travers ça, il y a beaucoup d'insultes dirigées contre la mère pour insulter la mère ou remettre en question sa moralité, etc. Il y a aussi cette idée-là comme quoi ce serait lié au fait que dans ces époques-là, à travers les époques, l'honneur de toute la famille reposait sur la vertu de la femme, sur sa virginité jusqu'au mariage, après ça, sa capacité à produire des héritiers. Elle devait avoir vraiment un comportement impeccable, en accord avec toutes les règles de l'époque. Donc, si on voulait insulter un adversaire, essayer de remettre en question la moralité ou les actions de la mère, c'est une façon de porter atteinte à l'honneur non seulement de l'adversaire, mais de toute la famille aussi. Oui, mon fils aîné, il a voulu se battre une fois parce que l'insulte « ta mère la pute ». Ta mère la pute. Parle pas de ma mère. Et donc, ça se fait réagir au quart de tour. Je dis, mais pourquoi ça te fait réagir? Et c'est absurde. Mais il dit, mais tu te rends compte, ce manque de respect. Je dis, mais on s'en fout, non? Voilà, mais donc, c'est fou ce que cette expression, en fait, peut véhiculer comme, c'est à fleur de peau, en fait. C'est toi le fils de pute. Ce témoignage de Laurence, mère de 2 garçons, montre qu'il y a quand même toujours quelque chose de bien tendu dans cette expression. Elle est encore prise au pied de la lettre. Ça n'a pas vraiment évolué depuis le Moyen-Âge et la Renaissance. Un truc qu'on peut pas attaquer, ma mère, tu l'attaques pas, quoi. Est-ce que dans le rap, par exemple, on dit ça? Nique ta mère, ouais, on peut dire nique ta mère dans le rap, ouais. Bah, le seul que je connais qui parle de sa mère, c'est Tupac. Ouais, bon, c'est pas Après, du tout, Tupac, c'est pas il dit du pas tout le de- seul rappeur qui parle de sa mère. Pas qu'il dit pas de nique. Drame. Quand les choses allaient mal, on accusait maman. Tu dis peu grand chose d'ailleurs, tout passe. Tu as toujours été une reine noire, maman. J'ai finalement compris. Pour une femme, c'est pas facile d'élever un homme. Tu as été toujours dévouée. Dear Mama, Tupac. Alors, vous avez comme ça des souvenirs de chansons de rap? Le mec qui parle de sa mère, bah ouais, plein. Super morceau de Kanye qui s'appelle Hey Mama. Tu n'as jamais placé aucun gars au-dessus de moi. Et je t'aime pour ça, maman. Ne le vois-tu pas? Hey Mama, Kanye West. Dans Suicidal Thoughts, oh là. Ouais, merci. Suicidal Thoughts. Crime après crime, de la drogue à l'extorsion. Je sais que ma mère aurait préféré se faire avorter. Elle ne m'aime plus comme elle m'aimait quand j'étais gamin, quand j'étais au sein, pour stopper cette putain de faim. Suicidal Thought, The Notorious B. Et si c'est que plus d'une fois qu'elle est morte? Non, une Non, fois je que lui, il va se suicider. D'où le nom. Suicidal Thoughts. Nino, maman ne le sait pas. Maman ne le sait pas. Et maman ne le sait pas quoi. Qui deal de la drogue. Et dans la ville, je revends le cannabis, maman ne le sait pas. Brillanté, crime organisé, c'est la vérité. Maman ne le sait pas. Nino. Dans le rap, par contre, la figure de la mère biologique, Audrey Pajot-Marcotte, journaliste. c'est une figure qui est considérée comme sacrée, justement. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le rap et les chansons qui portent sur la mère biologique monoparentale qui lui rend hommage. Donc, c'est certain qu'après ça, aller insulter la mère d'un adversaire, on sait qu'on va aller toucher à une corde sensible. Vous voyez chez les rappeurs français? Vous voyez d'autres chansons?
Je cherche l'amour dans mauvais garçon, mais j'en ai que pour celle qui m'a allaité. Damso. Elle m'a porté dans son ventre, je la porte dans mon cœur à vie. Niro. Tu es mon exemple et ma reine. Maïro. Si je pars, je reviendrai pour couvrir d'or le cou de ma remée. Nino. Précieuse repied, le plus beau des diamants sur sa teuté. Cette glorification de la mère de garçon, c'est un sacerdoce que l'on n'a pas choisi, un poids vertigineux. Et donc, globalement, soit ils s'excusent auprès de leur mère pour avoir toutes les conneries qu'ils ont Soit faites. ils leur disent qu'ils les aiment et que c'est la plus belle femme du monde. Soit ils disent à leur ennemi d'aller niquer leur mère. Ouais. C'est ça les trois positionnements vis-à-vis de la mère. En vrai, ouais. Je baisse ta mère en claquette, ta mère aurait dû t'avaler. Je pisse sur ta daronne et je lui dis merci. Gizmo. Je vais t'insulter ta mère comme un soulard. Niro. On va niquer ta daronne même si t'es un orphelin. Jacuzzi. Ta mère est une chouin, Booba. elle suce pour du Gucci. Je nique la daronne à ton psy. Vibe. Ta mère, je la baisse sur un nuage. Ayam. Tu veux me faire la guerre? 13 Je blocs. t'envoie un missile sur ta mère. Je pisse sur ta mère, je lui fais la bise. Orelsan. Je baisse ta mère et je te laisse dans la mer. Kerry James. Ta mère est une putain, ça je le dis sans gêne. To Be Tree. Ma mère c'est Athéna. La tienne, c'est la reine des putes. Zamdan. La mère de garçon vit avec une épée de Damoclès. Elle a toujours le risque d'être traitée de pute dès lors que l'on considère que c'est une insulte. Ta mère la pute. Du coup, il faut qu'elle se tienne à carreau pour ne pas entacher l'honneur de ses fils. Toi, le fils de pute. C'est toujours mieux d'avoir fait des garçons que des filles, mais comme on n'est que des femmes, faudrait voir à ne pas faire n'importe quoi. Dans le contexte là, des insultes liées à la mère, ce que je voyais comme tentative d'explication, il y a, oui, le lien sacré entre le fils et sa mère. Il y a, dans certains pays, disons plus européens, il y a tout le côté, l'influence catholique avec l'image de la Sainte Vierge, Marie, la mère de Jésus, blablabla. Donc, il y a ça aussi qui est évoqué pour essayer d'expliquer un peu ce lien-là. Mais c'est cette idée-là que, bon, pour l'homme, sa mère biologique, c'est une sainte, elle est sacrée, c'est un temple de sécurité, de confiance. La comparaison avec la Vierge Marie vient rappeler cette nécessité de perfection. Parce que Marie, c'est quand même la mère de garçon qui, sans être passée par l'acte sexuel, a réussi à faire le fils parfait, le fils de Dieu. Difficile de faire mieux, ou même juste aussi bien. Pour en apprendre un peu plus sur cette figure de la Vierge Marie et les injonctions qu'elle charrie, je rencontre Sylvie Barnet, historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine et spécialiste de l'histoire du christianisme. Elle m'accueille dans sa petite maison douillette en banlieue parisienne. Sur le comptoir de sa cuisine, dans une vitrine, une Vierge Marie du XIXe siècle, tout en broderie et en perles, le visage et les mains en cire, avec dans ses bras l'enfant Jésus, lui aussi en cire. Il faut attendre, dans l'épaisseur de l'histoire, qui est comme un millefeuille, il faut attendre le IVe siècle pour que la figure de la Vierge prenne une importance de plus en plus grande dans les débats théologiques. C'est-à-dire qu'on va questionner la maternité de Marie par rapport à sa maternité d'exception. C'est-à-dire que son fils est né virginalement d'elle. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour une mère d'être vierge? Il y a un paradoxe, bien sûr, un paradoxe qui n'est pas résolvable par l'intellect, puisque c'est un paradoxe. Mais précisément, c'est à l'aide de ce paradoxe que, dans le christianisme, on va nommer le mystère chrétien, c'est-à-dire le fait qu'un Dieu se soit fait homme, en une vierge faite mère, ce qui est un impossible sur le plan humain, mais un possible sur le plan théologique. Et c'est avec l'aide de ce possible théologique qu'on va essayer de penser le christianisme. Et à ce moment-là, eh bien, la Vierge va prendre, à partir du IVe siècle, une place très importante dans le culte, puisqu'on va la vénérer comme étant à l'égal d'une souveraine. Et à ce moment-là, eh bien, un culte se met en place aussi bien en Orient qu'en Occident, beaucoup plus timide en Occident qu'en Orient, puisque en Orient, au moment où se met en place la suite de l'Empire romain, qui est l'Empire byzantin, eh bien Marie est vraiment honorée comme une impératrice, elle est vêtue comme une impératrice, et à ce moment-là, on a à la fois un nouveau genre littéraire et un nouveau style de peinture qui va la représenter. C'est l'arrivée de l'icône. L'icône en grec, c'est l'image en latin. Et cette icône va développer un art de magnificence où on va représenter de façon multiple la Vierge
qui prend l'enfant Jésus dans ses bras, qui l'allaite, qui va être définie progressivement comme une vierge de tendresse, comme une mère allaitante, comme, en définitive, la mère de tous les hommes. Il y a vraiment toute une construction théologique progressive qui fait de Marie une surhumaine et aussi un modèle à imiter. D'autant plus que Marie est la nouvelle Ève. Si Ève est responsable de la chute des hommes, Marie, elle, est là pour les consoler, les racheter. Elle est vraiment la mère originelle et la pesanteur de sa figure s'est accrue de siècle en siècle. Et puis, les temps avancent aussi. Au XIVe siècle, la grande peste de 1348 va rester dans toutes les consciences parce qu'elle va faire des dégâts effroyables. Une hécatombe, un homme sur 2 mourra. Donc, c'est le moment où on a de nouvelles représentations qui vont se mettre en place pour témoigner, cette fois-ci, de la figure douloureuse de la Vierge Marie. Celle qui reçoit sur les genoux, non pas l'enfant Jésus, mais la Pietà, c'est-à-dire le Christ à l'agonie, déposé de la croix. La chrétienté tout entière l'a pris comme la Mater Dolorosa, c'est-à-dire la mère douloureuse. À partir des années 1830, il y a une sorte de christianisme qui cherche à reconquérir les cœurs et les peuples. Et à ce moment-là, le catéchisme devient véritablement une affaire centrale, remettant au centre des yeux et au centre des cœurs la Sainte Famille, c'est-à-dire la Vierge, Joseph et l'enfant Jésus, qui vont devenir le cœur de la leçon de catéchisme, qui devient, pour ainsi dire, l'affaire du petit Jésus et de sa tendre mère. Ce sentimentalisme religieux va nourrir en retour une certaine conception féminine de la piété, où les petites filles deviennent des enfants de Marie, les jeunes filles sont des modèles de vertu mariale et les mères des modèles de servantes. Et donc cette Vierge va prendre les traits, au XIXe siècle, d'une mère de famille exemplaire, servante et priante. Mère de famille exemplaire, souveraine, Mater Dolorosa qui prend en charge les péchés et les malheurs des hommes. Ça fait beaucoup. Et cet exemple de perfection ne se limite pas qu'aux chrétiens, car l'image de Marie existe dans plusieurs religions monothéistes. La Vierge, c'est une figure de la croyance chrétienne, mais c'est aussi une figure de la croyance des monothéismes, puisque Myriam était juive à 100%, et elle est aussi reconnue et vénérée comme Myriam dans l'histoire de l'islam. C'est quand même très spécial d'avoir comme modèle une mère vierge érigée comme une perfection inatteignable et qui nous voue, nous, mères de mortels, à échouer inlassablement. Alors évidemment, je ne pense pas tous les jours à l'image de la Vierge et d'ailleurs j'ai très peu de connaissances religieuses. Mais elle a quand même un fort écho chez moi. Ma grand-mère paternelle était elle aussi mère de garçons. Elle a élevé ses 3 fils, mon père et mes oncles, à la force du poignet dans des circonstances très difficiles. Pendant la guerre civile en Grèce, qui s'est déroulée juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, de 1944 à 1949. Elle est mythifiée par ses fils comme une véritable héroïne, presque sanctifiée. C'est cette même grand-mère, très pieuse, qui nous amenait enfants, mon frère et moi, dans les églises orthodoxes. Et là, il y avait d'immenses icônes dorées de la Vierge à l'enfant qui me fixaient droit dans les yeux. Et même si vous n'avez pas traîné, vous, dans les mêmes églises que moi, ce modèle pèse quand même encore. On est très empreinte de l'iconographie mariale, quand même. Sylvie Dalnocchi, psychologue et fondatrice des Psys Situés. Et qu'on soit chrétien ou pas. En tout cas, quand on est né en France et qu'on a grandi en France, dans un des pays européens, on est très en prise avec la question de la représentation de la Vierge Marie. Et d'ailleurs, quand une mère donne le sein à son nourrisson, c'est toute cette imagerie-là de la Vierge Marie. C'est très très présent. Et la bonne mère est effacée. La bonne mère est dans la littérature, dans tout ça. La bonne mère, alors on commence à voir la figure de la bonne mère lionne. Un peu, là, voilà, la bonne mère qui est acharnée et qui va défendre son enfant à tout prix. Mais une bonne mère, c'est une mère qui s'efface, qui se sacrifie. Toutes les autres sont dévoratrices, abîmantes, castratrices, dévorantes. Simon ! Vous
dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, jouez. Jouez, Bouli. J'ai rien qu'une chose à dire à Simon, alors. Simon, viens ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es sur le téléphone? Dans le genre mère castratrice, je me souviens de Marthe Villalonga, mère d'un garçon dans Un éléphant, ça trompe énormément de Yves Robert. Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute! Ça m'a beaucoup fait rire et ça me fait encore rire, mais ça n'est pas des plus légers. Et il n'y a pas que les films. Dans les livres que j'ai lus, les auteurs se répartissaient entre ceux qui reprochaient à leur mère de les avoir mal aimés ou de les avoir trop aimés. Il y a Hervé Bazin et sa folcoche de mère, ou bien sûr l'inévitable Romain Gary et son « Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais ». Voilà, grosso modo, depuis la nuit des temps, dans beaucoup de civilisations, dans les histoires et les mythes, dans les chansons, dans les films, les livres, c'est toujours pareil, ça ne va jamais ce que fait la mère. Et comme mes fils ne sont pas non plus Dieu sur terre, je suis condamnée à être responsable de leurs déboires. C'est toujours la faute des mères. C'est une impression similaire, très forte et très rude, que m'avait laissée la découverte d'un film. Quand mes fils avaient moins de 10 ans, j'ai vu We Need to Talk About Kevin de Lynn Ramsay. Dans cette histoire à la chronologie déconstruite, on suit une femme dont on comprend peu à peu qu'elle est la mère d'un garçon qui a tué ses camarades de lycée. Alors qu'on voit sa vie d'après se dérouler, elle repense à tous les moments depuis la naissance de son enfant. Ce fils qu'elle n'a jamais vraiment réussi à aimer. Quand il crie bébé, elle le tient loin d'elle. Dans la rue, elle s'arrête près d'un marteau-piqueur pour ne plus l'entendre dans son landau. Le film est une charge terrible sur la mère. Elle n'aime pas assez son enfant, du coup il devient un tueur. Il y a un seul moment de tendresse entre eux, quand il est petit, et elle lui lit Robin des Bois. Du coup, quand il tuera tout le monde ensuite dans son lycée, il le fera avec un arc et des flèches. La culpabilité et la responsabilisation maternelle à son maximum. Après avoir vu ce film, j'ai lu le livre de Sue Klebold, Columbine, comment mon fils a-t-il pu tuer? Later that morning at Columbine High School, my son Dylan and his friend Eric killed 12 students and a teacher. Columbine est un lycée du Colorado aux États-Unis où une fusillade s'est produite le 20 avril 1999. Eric Harris et Dylan Klebold ont tué 12 élèves et un professeur avant de se suicider. Dans son livre, Sue Klebold revisite sa vie de famille, le geste de son enfant, tente de comprendre ce qu'elle n'a pas vu. Afterwards, people asked, "How could you not know? What kind of a mother were you?" I still ask myself those same questions. Son fils a fait l'impensable. Et c'est elle, la mère, qui écrit un livre. C'est elle qui, après les événements et les procès, souffrira d'un cancer du sein. C'est encore elle qui, aujourd'hui, fait de la prévention dans les collèges et les lycées. Elle se rachète encore et toujours. C'est surprenant que je me sois intéressée à ça, alors que je n'arrive même pas à me dire que mes fils pourraient être violents. Comme c'est très loin de leur réalité, les lycées américains, les armes à feu, c'est aussi peut-être plus facile. Je suis toujours demandé comment vivent les mères de garçons, parce qu'il y a peut-être plus de délits et de crimes commis par des hommes que par des femmes. Marguerite. Comment on pouvait vivre avec un enfant qui a fait des choses horribles, par exemple. Bon, évidemment, j'espère bien que c'est une question très théorique, mais puisqu'on réfléchit à ce que c'est d'avoir des garçons, ouais, ça m'a déjà traversé l'esprit en me disant, en écoutant un fait divers ou un récit de procès, ou etc., que d'avoir une pensée pour la mère de l'inculpé en me disant que ça doit être vraiment très très compliqué. Marguerite aussi a 2 garçons qui sont de jeunes adultes. Quand elle dit « il y a peut-être plus de délits et de crimes commis par des hommes que par des femmes », je me demande si elle sait pour les chiffres qui sont écrasants. Est-ce qu'elle sait qu'en 2021, les hommes représentaient 82% des mises en cause par la justice ?
Ou que d'un vol à un meurtre, d'une agression à un viol, plus l'infraction est violente, plus les hommes sont surreprésentés. Oui mais maman, je suis un garçon. Le monde d'une prison dont je suis le maton. Comme elle, il m'arrive de penser aux mères dans les faits divers. Par exemple, lors du procès de Mazan. Lorsque je voyais les accusés rentrer dans le tribunal, j'ai pu me dire qu'un jour, ils avaient été des petits garçons bien mignons. Mais ce sont les autres, pas mes fils, pas moi. Moi, j'ai fait comme il faut, j'espère. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire comme il faut quand il s'agit d'élever des garçons ? J'ai beau savoir que ça ne va jamais, ce que font les mères, je ne peux pas m'empêcher de me remettre en question. Est-ce que j'ai vraiment bien fait ? Qu'est-ce que je leur ai transmis, volontairement et malgré moi, sur ce que c'est que d'être un homme ? Sois un homme. Sois un homme. Les femmes et mères ne sont pas exemptes de misogynie et de représentation patriarcale. Et donc voilà, ce qui est compliqué quand on a des garçons, c'est que si on veut les éduquer de façon différente du point de vue du genre, eh bien d'une certaine façon, on compromet leur qualité de dominant. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Je suis la bombe et le